Hérodote.net, Richard Fremder. À la fin de l'année 2009, une information surprenante nous est parvenue, vous l'avez peut-être entendu vous aussi. D'après le Bureau national de surveillance et de cartographie chinois, la Chine mettra en orbite en 2011 un satellite civil d'observation à haute définition. Le communiqué dit, le satellite va être utilisé pour des mises à jour cartographiques de ressources terrestres, évidemment, sans toutefois exclure, dit toujours le communiqué, des missions d'observation et de surveillance relatives aux activités de défense nationale. Alors, c'est pas tant le lancement lui-même, vous le comprenez, qui est intéressant pour nous, mais plus la fin de l'information qui indique ouvertement une surveillance de l'État. Et m'est alors revenu en mémoire une réflexion d'Oleg Kalougin, un ancien directeur du KGB, qui disait « Les hommes pratiquent l'espionnage depuis la nuit des temps, on peut même dire que c'est le deuxième plus vieux métier du monde. » Alors voilà, bonjour à toutes et tous, aujourd'hui sur Hérodote.net, et comme promis, la naissance des services secrets. J'ai dit comme promis parce que sur les différents sujets que vous avez proposés sur notre page Facebook, podcast Hérodote.net, vous avez opté en majorité pour les services secrets. Et pour tout vous dire, je suis pas tellement surpris, tant cette histoire, vous allez voir, est fascinante. Quand on aborde ce monde de l'ombre, eh bien le plus étonnant, c'est de voir combien les sources sont variées et même encore existantes. Et surtout, comme le dit Oleg Kalougin, l'espionnage a toujours existé. Il faut savoir que son organisation en tant que service d'État est par contre extrêmement récent. Alors, qu'existait-il avant ? Qu'en était-il de ces structures ? Étaient-ils réellement structurés, justement, tous ces services ? Comment est-ce qu'on en est arrivé à l'embryon de la DGSE ? C'est ce que nous allons voir dans ces deux émissions. On a choisi délibérément de démarrer au milieu du XVIIIe siècle avec le premier service de renseignement véritablement organisé, ce qu'on appelle le secret du roi. Parce qu'en effet, qui dit service secret, dit d'abord et avant tout renseignement. Le renseignement, c'est, comme le dit Clausewitz, l'ensemble de la connaissance que l'on a de l'ennemi et de son pays, le fondement donc de nos plans et de nos opérations. Bien sûr, à la base, tout cela est militaire. Au milieu du XVIIIe siècle, il y a donc, faut bien prendre conscience de ça, deux forces en présence en Europe. Vous avez l'alliance France-Prusse et l'alliance Grande-Bretagne-Autriche. On est en 1745 et la Pologne a besoin, à cette époque-là, de protection face à ses ennemis qui sont l'Autriche, la Prusse, la Turquie et la Russie, vous le savez. Du coup, les princes polonais vont venir voir la France pour trouver un prince capable d'être élu roi de Pologne. Vous savez, en Pologne, la royauté est élective. Leur choix va alors se porter sur un nom qu'ils connaissent déjà, le prince de Conti. Son grand-père, il faut vous souvenir, l'avait d'ailleurs été sous Louis XIV, à peu près justement dans les mêmes conditions. Et cette idée va arranger Louis XV, qui cherche, lui, à éloigner certains des princes de sang. On n'est pas encore très loin de la Fronde, on a toujours cette idée-là. Il y a encore des princes de sang qui ont envie de se rebeller contre la royauté, même encore sous Louis XV. Ces princes de sang qui se dressent contre le pouvoir, eh bien Louis XV va vouloir donc les éloigner et il va souhaiter placer un allié à lui quand même en Pologne. Cette situation, encore une fois, est très analogue à ce qu'avait connu Louis XIV en son temps. Du coup, en 1752, le prince de Conti est envoyé par Louis XV en Pologne. Louis XV va le charger de mettre en place une correspondance secrète dans les buts de s'assurer, évidemment, la couronne de Pologne, mais de rallier également la France à la Suède, la Pologne, la Turquie et la Prusse pour les opposer à l'Autriche et la Russie. Vous savez, c'est toujours selon le vieil adage, diviser pour mieux régner. C'est ça, le fameux secret du roi, c'est la naissance de ce service de renseignement, de ce service de correspondance dont le prince de Conti va prendre la direction effective. Je parlais au début, y a-t-il une organisation dans tout cela ? Non. Au départ, c'est vraiment une volonté royale et un embryon de service qui se met en place par le prince de Conti qui va y placer des hommes, à lui évidemment. Les agents vont être recrutés dans le corps diplomatique, vous avez des ambassadeurs, vous avez des secrétaires d'ambassadeurs, vous avez également ce qu'on appelle les petites gens, vous avez les petites mains, les petits personnages, ou les femmes d'ailleurs très souvent, qui vont être les premiers agents de renseignement. Vous savez, on dit toujours que on va chercher des renseignements sur l'oreiller. Eh bien oui, le directeur du KGB, Oleg Kalougin, disait que les services secrets sont le deuxième plus vieux métier du monde, mais il est très en rapport avec le premier plus vieux métier du monde, assez souvent.
Ces personnes, ces agents secrets, ces premiers agents secrets, si vous voulez, vont percevoir un traitement qui va venir du département des affaires étrangères et ils vont percevoir également une petite indemnité annuelle assez minime. Ils sont évidemment soumis à un secret absolu et on cloisonne, donc ils ne se connaissent pas entre eux. Le roi, du coup, va surveiller son ministre des Affaires étrangères de cette façon-là pour savoir exactement ce qu'il fait. Il va avoir besoin de ce type de renseignements en étant informé de toutes les informations que son ministre voudrait lui cacher. Dans les années 1750, le service va se développer parce que du coup, la Pologne et la France, c'est bien, mais il va falloir le développer dans tous les autres pays d'Europe et du coup, la correspondance va devenir de plus en plus importante. Elle va même devenir codée. On appelle ça chiffrée, la correspondance. Vous avez les mêmes termes aujourd'hui, donc ces termes-là qui sont inventés à ces époques-là, eh bien, sont toujours conservés aujourd'hui. Vous avez également un système de fausses adresses. Vous pensez bien que on va pas écrire quand on est agent, on va pas écrire à Sa Majesté Louis XV à Versailles, mais plutôt à Madame Trucmuche, adresse rue Bidule, si vous voulez. Mieux encore, le roi va consacrer énormément d'argent, il va consacrer 10 000 livres par mois à la correspondance secrète. Alors vous allez me dire, d'accord, ça correspond à quoi? Juste pour information, pour bien se rendre compte, une famille de la bourgeoisie vit très bien à cette époque-là avec 2 000 livres par an. Ici, on parle de 10 000 livres par mois qui sont mis, qui sont placés, qui sont consacrés uniquement à cette correspondance secrète. Je ne sais pas si vous vous imaginez un petit peu du caractère gigantesque de cette opération. Les dépenses sont payées par des bons du roi au porteur, appelés ordonnances au comptant, qui échappent complètement à la comptabilité officielle et sont quand même consignés dans un livre rouge. Et nous avons tout cela. Vous savez, les historiens, on sait beaucoup de choses. On sait en général à peu près tout à partir du moment où c'est écrit et où c'est conservé. Et tout ceci est conservé et complètement consultable. Au même moment et parallèlement, va exister à ce service un autre service, alors là, celui-ci tout à fait organisé. Alors c'est plus du tout un embryon, mais c'est un véritable service, c'est presque une administration parallèle, c'est l'inquisition postale de cryptographie, chargée d'intercepter les informations et de censurer le courrier, ce qu'on va appeler le cabinet noir. C'est quoi le cabinet noir? Concrètement, les employés des postes royales vont être autorisés à lire le courrier et à transmettre au gouvernement les extraits qui méritent toute leur attention. Vous imaginez un petit peu ça. Alors on se dit, est-ce que c'était secret? Est-ce que seul le roi et les ministres connaissaient l'existence de ce cabinet? Eh bien pas du tout. En fait, il était au vu et au su de tous. Tout le monde savait que ça existait. D'ailleurs, ça portera préjudice à Louis XVI au moment de la Révolution française. Alors pour en savoir plus, il a fallu poser des questions et j'ai demandé à Pascal Roman, l'historien de l'adresse Musée de la Poste, des éclaircissements qui valent leur pesant d'or. Alors nous sommes au Musée de la Poste, à l'adresse Musée de la Poste. Nous sommes en compagnie du grand historien de ce musée, Pascal Roman. Bonjour. Bonjour. Dans le cadre de cette émission que nous faisons, donc sur les services secrets au XVIIIe et XIXe siècle, on ne pouvait pas passer à côté du cabinet noir, parce que qui dit service secret dit espionnage, et qui dit espionnage dit forcément renseignement. Et le cabinet noir, c'est un peu, on va dire, un sujet incontournable. Tout à fait, c'est un sujet incontournable. Et on peut même dire que comment ce cabinet noir, qui apparaît surtout fin XVIIe, début XVIIIe, existe en réalité depuis la plus haute antiquité. Il faut savoir que dès que l'homme invente l'écriture, qui va lui permettre sur un support à la fois de fixer sa pensée, de fixer ses directives, de fixer sa comptabilité, il va toujours avoir souci de transporter cette correspondance. On va peut-être dire juste un petit mot, c'est quoi le cabinet noir? Pourquoi on l'appelle comme ça rapidement? Avant de démarrer vraiment dans l'historique. Le cabinet noir, c'est une institution, en quelque sorte, qui fonctionne de façon secrète et permettant de pouvoir se rendre compte de ce que pensent les gens en ouvrant leur correspondance. D'accord. Alors, pourquoi cabinet noir? Voilà, justement, le mot noir, c'est le côté, comme je dirais, obscur de la force. En réalité, on l'appelait souvent, à l'époque, le bureau du secret, ou le bureau du dedans. Du dedans, c'est-à-dire à l'intérieur même de l'administration, un peu comme le roi de France, qui était le seul à porter ce titre devant
la chrétienté catholique, d'évêques du dehors, parce que les évêques du dedans se trouvaient à l'intérieur de l'Église, les évêques du dehors, du moins le seul qu'il était leur... Voilà. Alors le Cestui, alors évidemment on n'a pas de très grande précision sur l'administration elle-même du cabinet noir, sur son fonctionnement. On en connaît beaucoup plus à l'époque du Premier Empire. On sait que comment le cabinet noir était une sorte de pièce annexe qui se trouvait rue du Coq-Héron, c'est-à-dire juste à côté de ce qu'on appellera plus tard la recette principale. Et on connaît pas mal de choses quand même. L'hôtel général des postes. Mais disons que déjà dès l'Antiquité, on connaît les procédés permettant de faire ramollir les cachets des lettres. On connaît également le moyen de faire des empreintes de ces cachets pour, après les avoir brisés, les replacer ensuite. Donc c'est un endroit physique, le cabinet noir, sous Louis XV. C'est un endroit physique, absolument. Avec une volonté. Avec une volonté. Et je dirais, cette volonté, c'est assez curieux, parce que, bien sûr, c'est l'administration, entre guillemets, des postes de l'époque qui est chargée de cette basse besogne. Mais en même temps, cette administration des postes est sous contrôle de l'autorité royale. C'est-à-dire qu'en réalité, un surintendant des postes procède de la chose, mais il est obligé, évidemment, il fait sous le contrôle et à la demande des divers ministres. Merci beaucoup, Pascal Roman. Je vous en prie. Alors revenons au milieu du XVIIIe siècle. Pendant ce temps-là, Louis XV va avoir des soupçons. Certaines de ces enveloppes, pense-t-il, sont ouvertes. Malgré tout, ces enveloppes, on va dire personnelles, celles du secret du roi. Il va se demander s'il n'y a pas un service de contre-espionnage, si vous voulez. Malgré les fausses adresses, comme on l'a vu, eh bien, il soupçonne donc que son cabinet noir ouvre les enveloppes du secret du roi. Vous voyez jusqu'où ça va. C'est un service qui, du coup, lui échapperait, si vous voulez, pour se retourner contre lui. Je vous disais, la fronde n'est pas terminée, n'est pas si loin que ça. Il est toujours, Louis XV, dans cette peur importante du complot. Il va donc créer un service de poste parallèle au service officiel du cabinet noir pour que les envois du secret du roi ne soient pas interceptés. On arrive donc à une situation quasiment ubuesque où vous avez 3 services différents on va dire, de renseignement et de chiffrement. Ces services existent donc pour 3 missions principales. On l'a vu avec le placement du prince de Conti sur le trône de Pologne, un rapprochement avec la Russie et, chose extraordinaire, déjà, la volonté d'envahir l'Angleterre, l'ennemi héréditaire. Alors, qu'en est-il ? Pourquoi un rapprochement avec la Russie ? C'est important parce que depuis 1755, les relations diplomatiques entre la France et la Russie sont interrompues. Et ça fait même depuis un bon moment que ces deux nations-là ne se parlent plus. À la suite du traité de Versailles, alors là, à cette époque-là, il y a un traité de Versailles tous les ans, je vais parler de celui de 1756, qui voit se sceller l'alliance franco-autrichienne au début de la guerre de 7 ans, eh bien Louis XV veut opérer un rapprochement avec la Russie. Et l'impératrice Élisabeth, grande chance, apprécie la France et apprécie Louis XV. Seulement voilà, son grand chancelier, on va dire son bras droit, son premier ministre, Bestouchev, est dévoué, lui, à la cause prussienne et à la cause anglaise. En plus, il a fait ses études en Angleterre. Et du coup, lui, il est complètement anti-français. On ne peut donc pas envoyer à l'impératrice un représentant officiel, vous le comprenez bien. Et là, nous entrons carrément de plein pied dans un véritable roman d'espionnage, parce que le prince de Conti, qui donc dirige le fameux secret du roi, qui donc va être, si vous voulez, une espèce de superintendant de l'espionnage, si vous voulez, va proposer d'envoyer un de ses protégés, Douglas Mackenzie, qui vient d'Écosse, qui est très proche d'ailleurs du roi d'Écosse, sous couverture donc d'un gentilhomme écossais en voyage d'agrément, accompagné d'un autre agent, le chevalier Déon, qui serait travesti en femme et qui passerait pour sa nièce. Les deux hommes ont d'ailleurs pour mission d'obtenir pour le prince de Conti soit la main carrément d'Élisabeth, l'impératrice, soit le commandement de l'armée russe, soit la principauté de Courlande. Conti va confier à Mackenzie un véritable code allégorique de correspondance, au cas où justement cette correspondance serait interceptée sur le thème de l'achat de fourrure. Ça veut dire, quelques exemples, tenez, Mackenzie va être appelé le renard noir. Si la mission est réussie, le code est le renard est cher. Vous voyez, on a l'air d'être un peu dans la résistance, vous voyez, les Français parlent au français. Si le vieux parti russe triomphe, le code est l'hermine est en vogue. Si Bestouchev perd du crédit, le code est les martes zibelines sont en baisse. Vous n'avez pas intérêt à perdre les codes, vous voyez. Alors,
Il faut savoir quand même que la Russie est pas si idiote que ça, elle est assez méfiante, Mackenzie est même arrêté à la frontière. Par contre, sa nièce, et je mets évidemment des guillemets, est autorisée à pénétrer sur le territoire. Pour ce qui suit, on va dire franchement, il y a débat entre la vérité et la légende. Selon la légende, le Chevalier d'Éon est présenté par Vorontsov, qui est le vice-chancelier, favorable, lui, au rapprochement entre la France et la Russie. Il est présenté à l'impératrice, qui fait de lui sa lectrice. Selon la vérité, elle aurait été parfaitement au courant de ce qui se tramait, et qu'elle savait très bien que ce n'était pas une lectrice. Il peut donc lui remettre une lettre du roi, qui était dissimulée dans la couverture d'un exemplaire de l'Esprit des lois, s'il vous plaît. En réponse, l'impératrice va demander à Louis XV de lui envoyer, là, cette fois officiellement, un représentant. Et du coup, en retour, Mackenzie et Éon, cette fois en homme tout à fait ouvertement, sont renvoyés en Russie officiellement, et Louis XV va continuer une correspondance secrète, quand même, avec l'impératrice. Les efforts conjugués de Mackenzie, du Chevalier d'Éon, de Vorontsov font que, justement, Bertouchev va perdre du crédit. On pourrait dire entre nous que les martes zibelines sont en baisse, si vous voyez ce que je veux dire. Et en 1757, un nouveau traité de Versailles va être signé. La Saxe, la Suède et la Russie rejoignent l'alliance franco-autrichienne. La mission est donc un succès. Il n'en sera pas de même pour toutes les autres. Là où la petite histoire rejoint la grande, donc les services secrets, embryon de services secrets, des aventuriers. Le Chevalier d'Éon n'est autre qu'un aventurier, finalement, qui aime le monde du renseignement, qui est d'ailleurs assez doué pour ça, va faire que cette petite histoire, va faire la grande histoire avec la signature des traités de Versailles. Qu'en est-il du placement du prince de Conti sur le trône du roi de Pologne? Deuxième mission, ou première mission, une des 3 missions en tout cas. Là, du coup, c'est un échec sur toute la ligne, puisque ce sera un protégé de l'impératrice qui deviendra roi de Pologne. L'invasion de l'Angleterre, maintenant. L'invasion de l'Angleterre, là aussi, on est dans un roman d'espionnage, on est dans James Bond. Le 10 février 1763, un traité à Paris est signé. Il signe la fin de la guerre de 7 ans et la Grande-Bretagne, vous le savez, est en position de force absolue. La France a perdu du crédit, la France a même perdu beaucoup d'argent, elle a perdu des batailles. Louis XV est largement mécontent, il voudrait se venger, il voudrait une revanche contre l'Angleterre, et le comte de Broglie est chargé de récolter des informations en Angleterre. Pourquoi? En prévision d'une véritable invasion des côtes anglaises. Le projet, vous l'imaginez quand même bien, est des plus secrets. Seules 5 personnes sont au courant. Broglie, Tercier, le Chevalier d'Éon, Durand et la Rosière, et évidemment le roi bien sûr. Du coup, le Chevalier d'Éon est envoyé à Londres comme secrétaire de l'ambassadeur, le duc de Nivernais. Au départ du duc de Nivernais, changement, il est nommé ministre, le Chevalier d'Éon, un ministre plénipotentiaire, donc il devient le secrétaire du nouvel ambassadeur, le comte de Guerchy. Et c'est là que commencent les problèmes, parce qu'il va y avoir des relations réellement conflictuelles entre les deux hommes. On va le voir. Sa mission, qui à la base est de récolter des infos à la cour pour préparer la grande invasion, eh bien, encore une fois, il va devoir mettre une correspondance on va dire, allégorique. Le roi, c'est l'avocat. Broglie, c'est le substitut. Tercier, c'est le procureur. Durand, le président, etc., etc. Je vous passe les détails, mais on passe même à Choiseul, le lion rouge. Et Éon lui-même, c'est l'intrépide ou tête de dragon. Vous voyez comment il se prend. Mais plus que cela, le Chevalier d'Éon est très insolent dans ses correspondances. Elles sont encore une fois tout à fait consultables, et on le voit bien. Et c'est l'un des défauts du système. Vous savez, quand vous mettez dans la confidence, on va dire des subalternes, eh bien du coup ils se prennent un peu tous les droits, tout leur est permis, et jusqu'à la désobéissance. Et c'est très exactement ce qui va arriver avec cette affaire. Le ministre des Affaires étrangères, Praslin, qui lit cette correspondance secrète, et je ne vous demande pas comment, demande donc que le Chevalier d'Éon soit relevé de ses fonctions. Le roi va jouer un double jeu. Je ne sais pas si vous imaginez quand même, c'est pas la première ni la dernière fois, donc le roi, le grand chef, qui va faire l'agent double, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il autorise Praslin à envoyer un courrier au Chevalier d'Éon pour lui demander de rentrer à Paris. C'est un blâme, mais parallèlement, par courrier toujours, il prévient Éon qu'il l'autorise à rester. Le Chevalier d'Éon refuse d'obéir et réclame un courrier signé du roi, puisqu'il est là par la volonté de ce même roi.
Et c'est là que la Pompadour va se mêler au jeu, puisqu'elle a repéré que le roi conserve... Non, je sais pas si vous voyez quand même dans quel vaudeville on est, parce qu'elle va repérer que le roi conserve sa correspondance secrète dans un meuble de son cabinet fermé à clé, qu'il a toujours la clé sur lui. Un jour, elle va lui dérober la clé. Enfin là, on est complètement dans un roman, mais c'est l'entière vérité. C'est ça qui est le plus fantastique. Ici, quand même, on parle de l'invasion de l'Angleterre. C'est quand même pas rien. Et vous voyez à quoi ça tient, à une clé, et à une clé conservée jour et nuit par le roi, et à une favorite, la Pompadour, qui n'hésite pas à la lui dérober. Madame de Pompadour, et du coup, qui va jouer également un double jeu, puisqu'elle elle va travailler avec Choiseul, Praslin et Guerchy, ils sont donc au courant du secret du roi, c'est comme ça qu'ils peuvent lire les correspondances du roi. Le chevalier d'Éon, donc, qui découvre que c'est un agent secret du prince de Conti, du coup, il découvre que le prince de Conti est donc l'un des grands chefs des agents secrets de cette époque. Donc, ils savent que tous détiennent des papiers importants, même le chevalier d'Éon, donc ils veulent s'emparer des papiers du chevalier. Guerchy demande au roi l'autorisation de saisir les papiers du chevalier d'Éon. Le roi dit mais il n'y a pas de problème, d'accord, bien sûr, vous avez raison, mais il continue de jouer double jeu puisqu'il prévient le chevalier d'Éon. Par une lettre du 4 novembre 63, il lui écrit « Si vous ne pouvez vous sauver, sauvez du moins vos papiers et défiez-vous du sieur Monin, secrétaire de Guerchy et votre ami, il vous trahit ». Éon va s'enfermer dans ses appartements avec ses documents. Il fait publier, alors là, c'est du délire absolu, il fait publier un pamphlet contre Guerchy, il publie la correspondance entre Praslin, Nivernais et Guerchy, où il ridiculise Guerchy par les propos de Praslin. Il va même menacer de tout révéler à la presse. Non mais, vous voyez, un peu un agent secret révélant tout l'ensemble. On a connu, dans des époques assez récentes, des histoires assez abracadabrantesques, mais là, quand même, ça va quand même très loin. Je vous passe la lettre, on va vous mettre des extraits de lettres sur Facebook parce que ça mérite quand même ça a aussi son pesant d'or. Le roi va commencer à s'inquiéter, il va même jusqu'à envisager d'enlever le chevalier d'Éon. Il envoie des émissaires pour négocier son retour en France. Finalement, le chevalier revient à la maison. Le roi va lui allouer une pension annuelle de 12 000 livres en 1766. Du coup, le bilan de ces 3 missions pour les services de renseignement et les services secrets, le rapprochement avec la Russie est une réussite. Le placement du prince de Conti sur le trône du roi de Pologne, c'est un échec. L'invasion de l'Angleterre, inutile de vous le dire, c'est un échec. Pire que ça, à la fin du règne de Louis XV, tous les secrets sont découverts. Donc vous voyez le niveau du secret. Sa duplicité est mise à jour, et c'est la fin, bien sûr, du secret du roi, c'est la fin du travail du prince de Conti. Mais comme le chevalier d'Éon l'écrivait au comte de Broglie, jamais la postérité ne pourra croire de tels faits si vous et moi, nous n'avions pas toutes les pièces nécessaires pour les constater, et de plus incroyables encore. Sous Louis XVI, Broglie, en exil, devra produire même les lettres secrètes de Louis XV pour se justifier et être réhabilité par le roi. Vous voyez quand même le niveau. Alors on a vu que Louis XVI allait mettre très vite fin au secret du roi. Pourtant, son règne va être le témoin, là encore, et son administration va le soutenir, d'un grand projet secret pour soutenir les colonies américaines dans leur lutte pour l'indépendance face aux Anglais, bien sûr. Vous savez que Louis XVI devient roi en 1774. La situation post-guerre de 100 ans est épouvantable. L'Angleterre est sortie grande gagnante, on l'a vu tout à l'heure. La France n'est plus une grande puissance. De nombreuses terres ont été cédées, je vous passe les détails, le Canada, etc. Et pire que ça, la marine a été fortement détruite. En 73-74, les colons américains sont écrasés par les taxes anglaises et vont se révolter. C'est la Tea Party de Boston. La France est évidemment plutôt encline à soutenir l'Amérique contre les Anglais. Mais elle veut plus d'informations sur le sujet. Et oui, on est toujours dans la diplomatie. La diplomatie est très importante, déjà à cette époque. Du coup, en 1775, un certain Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais est envoyé à Londres. Oui, le fameux Beaumarchais du mariage de Figaro. Et pour se faire une idée quand même de ce qu'est un agent secret à l'époque, pour vous dire un peu à quoi ça ressemble, voilà la notice de Wikipédia sur Beaumarchais. Il est écrivain, journaliste, dramaturge, éditeur, horloger, inventeur, musicien, politicien, espion, vendeur d'armes, révolutionnaire. Pas mal pour un seul homme.
Beaumarchais connaît le maire de Londres, Wilkes, qui soutient les colonies. Chez lui, il va rencontrer des Américains qui sont sur le point de réclamer leur indépendance. Il va même rencontrer Arthur Lee, on va en reparler. Du coup, Beaumarchais va informer Louis XVI et conseiller de soutenir les Américains contre les Anglais. Parce que si les Américains succombaient, ils s'uniraient aux Anglais contre les Français. Mais la France n'est pas en état de déclarer la guerre aux Anglais. Du coup, il faut aider secrètement les Américains. Du coup, en 76, un député vient secrètement proposer à la France, via Beaumarchais, donc absolument pas officiellement, contre de l'aide, un accord commercial et la garantie de la protection de ses possessions en Amérique. Et c'est Beaumarchais qui va se proposer pour s'occuper de l'affaire. Beaumarchais est en même temps un grand marchand. Beaumarchais va demander 3 millions en argent ou en munitions pour le transmettre aux Américains. Le gouvernement accepte, évidemment, il va prendre une commission substantielle, vous l'imaginez bien au passage. Le gouvernement accepte, mais sous certaines conditions. Il faut que l'opération, surtout, apparaisse aux yeux des Anglais comme étant une opération personnelle. Qu'en gros, on comprenne bien que c'est Beaumarchais lui-même qui fait cette opération et pas du tout la France derrière. La France accepte également les 3 millions, mais pas entièrement de sa poche. Surtout, il faudrait que l'Espagne en paye une partie. En 76, le 10 juin 76, Beaumarchais va signer un reçu à Vergennes pour un bon pour 1 million de livres tournois. Vous voyez, on a ça également. Le 11 août, l'Espagne donne également 1 million via les caisses de la France, via les caisses, vous voyez par où ça passe. Et Beaumarchais va créer sa maison de commerce qui va prendre le nom d'emprunt de Rodrigue, Hortalès et compagnie. Au même moment, les troupes américaines sont au plus mal, ils n'ont plus d'uniforme, ils n'ont plus d'armes, les Anglais veulent mettre, on va dire clairement, vulgairement, veulent mettre le paquet pour exterminer, pour essayer de tuer dans la révolte dans l'œuf. Le Congrès américain vient de proclamer la déclaration d'indépendance, est sur le point de fuir Philadelphie. Le 10 juillet 1776, Dean, qui est un agent américain à Paris, donc vous voyez qu'un peu partout on envoie des agents, ça y est, on va dire que le renseignement, le service secret se crée lentement, justement, sans jeu de mots, vient chercher de l'aide auprès de Vergennes, qui est ministre des Affaires étrangères de Louis XVI. Vergennes refuse, bien entendu, ouvertement, mais il l'oriente lentement mais sûrement vers Beaumarchais. Dean comprend donc que Beaumarchais n'est pas un simple négociant, mais qu'il est bien soutenu par le ministère. Les deux hommes vont donc conclure un accord, des armes, du matériel contre du tabac et des denrées. Seulement voilà. Le traité de Paris avait quand même interdit à la France l'exportation d'armes et l'ambassadeur anglais veille. À cette époque-là, on fait attention au traité, on fait attention à ce qui se passe. L'envoi doit donc se faire en secret, mais imaginez bien que plusieurs tonnes d'armes, plusieurs tonnes de mortiers, de canons, etc. ne se font pas si facilement, si secrètement que cela. Pour préparer au Havre 3 navires, ça va pas être simple. Donc on prétend que c'est pour les colonies, par exemple Saint-Domingue. Seulement l'expédition est considérable. Ce sont des navires marchands, ce ne sont pas des navires de l'État. Donc du coup ça devient complètement bizarre. En plus il y a quand même la présence de Beaumarchais, dont on sait ouvertement, parce que à l'époque les agents secrets sont quand même plutôt connus. Vous voyez, c'est plutôt des aventuriers plutôt que des agents secrets. Vous le comprenez un peu, je pense lentement. L'ambassadeur anglais, pas fou, se doute de quelque chose et va se plaindre ouvertement auprès de Louis XVI, qui doit officiellement donner un contre-ordre au départ des bateaux, même si l'un des 3 est déjà parti. Du coup, Beaumarchais retourne à Paris pour obtenir l'accord du roi, pour que ça change. Le roi, évidemment, donne son accord. Les bateaux arrivent à destination pour la campagne de 1777. Les deux autres navires, donc, arriveront en septembre. Beaumarchais va rencontrer des difficultés, je vais vous passer quand même les détails, pour se faire payer. Il explique au Congrès qu'il avait été convenu d'aucune contrepartie avec Vergennes. Enfin bon, tout ça est un peu compliqué. Le temps de démêler l'affaire, Beaumarchais ne sera payé que 2 ans après l'arrivée du premier navire. Vous voyez que en homme d'affaires avisé, parfois les affaires secrètes sont pas si faciles que cela. On n'est pas dans les frégates, vous voyez, mais c'est un peu le même principe, déjà à l'époque. Entre-temps, les troupes américaines, bien armées du coup, ont rencontré le succès. Vous savez ce qui s'est passé. L'Angleterre veut s'arranger avec les Américains contre la France via les agents américains à Paris, Dean et Benjamin Franklin. Mais ces derniers vont refuser, bien sûr, la proposition et vont plutôt pousser la France à reconnaître officiellement
l'indépendance de l'Amérique. Dans un mémoire d'octobre 77 au roi, Beaumarchais recommande de faire reconnaître l'indépendance de l'Amérique et d'établir un traité d'alliance avec l'Amérique. Ces recommandations vont être suivies à la lettre, vous le savez. C'est là encore une fois que la petite histoire rejoint la grande. Du coup, le 13 mars 1778, le gouvernement français déclare officiellement la reconnaissance de l'indépendance de l'Amérique et parallèlement va signer un traité d'alliance secret avec les agents américains pour le faire ratifier par le Congrès. C'est une véritable déclaration de guerre pour l'Angleterre. Les débuts des combats vont commencer en juin 78. Beaumarchais participera au combat en armant ses bateaux de commerce. Et au passage, empocher évidemment un peu d'argent. Nous allons également vous mettre une lettre du président du Congrès, John Jay, écrite le 15 janvier 1779 à Beaumarchais, où il dit en gros la reconnaissance énorme et importante des États-Unis d'Amérique envers lui, en gros, qu'il mérite les applaudissements du Nouveau Monde.